Je montre le livre, tout de suite. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Anschobe d'être venue de Belgique nous entretenir, les psychologues, des problèmes liés à la PMA-GPA. Alors, ces questions, il ne faut pas les isoler, que ce soit l'avortement, la fécondation in vitro et tout le reste. Il faut revenir au droit naturel. Et j'insiste dessus, ce n'est pas une question de morale catholique, il n'y a pas de morale catholique. Il y a un ordre naturel. Alors ce qui est vrai que l'homme moderne, pour différentes raisons, a la conscience obscurcie et a une peine infinie à admettre une loi objective. Puisque vous êtes belge, je vais me permettre de citer le professeur Marcel de Corte, qui montrait que le drame de notre société était d'être pétri d'une pensée homosexuelle. Alors bien sûr, après-guerre, il ne pensait pas à la Gay Pride et à ses avatars, mais tout simplement au refus de l'altérité. C'est la complaisance en soi, l'immédiateté du désir, l'individualisme roi. Et je tiens à mettre en garde. Il ne s'agit pas de lutter contre le mariage pour tous, ou contre l'avortement, contre ceci. C'est un bloc. Il y a un droit naturel, et j'invite surtout ceux qui regarderont cette vidéo, et c'est très important. Saint Thomas nous rappelle que l'ignorance est un péché. Et certains ont un devoir qui incombe, qui découle de leur profession, de s'enquérir de ce que dit, entre autres, le magistère de l'Église, qui est l'interprète authentique du droit naturel. Et je fais référence, entre autres, au manuel pour les professions de santé publié au temps de Jean-Paul II. À l'époque, on ne parlait pas des familles au pluriel, on parlait de la famille. C'est pas la même chose. PMA, GPA, qu'est-ce qu'on voit? Marchandisation du corps, entre autres. Mais c'est valable aussi, ce qu'on pourra dire, pour d'autres problèmes que soit l'euthanasie. Et vous avez entendu à plusieurs reprises le père Boboc, et quand sa santé sera meilleure, il reviendra parmi nous. On prépare un livre sur la bioéthique. Il faut savoir que le transhumanisme est à nos portes, que la fabrication d'enfants hors sol, donc uniquement à partir de machines, techniquement dans quelques années sera possible. Il faut savoir les sommes colossales qui sont investies dans ces recherches diaboliques, où l'homme se prend comme disait Platon, la mesure de toute chose. Et si l'homme se prend la mesure de toute chose, tout est possible. Je tiens aussi à rappeler que Madame Chaube a écrit un livre remarquable, Le cri secret d'un enfant, publié aux éditions Les Acteurs du Savoir, et dans la même maison, mais c'est un titre un peu différent, édition Saint-Léger, vous avez des titres qui peuvent vous intéresser sur la théorie du genre, sur l'avortement. Vous regardez, vous cliquez sur Internet. C'est un devoir de se former et pas uniquement d'avoir des réactions épidermiques. Et je tiens à rappeler ce que disait le grand pape Saint Pie X lors de la crise du modernisme, lors de la crise qui est aux origines de ce qu'on vit. Ce n'est pas une crise morale, bien sûr une crise des mœurs. C'est une crise de l'intelligence. Et comme le disait encore récemment, c'est le titre d'un livre de Marcel de Corte, l'intelligence est en péril de mort. Donc c'est un devoir de salubrité publique
de réfléchir, de s'enquérir d'une autre pensée que la pensée ambiante, et si possible, de rectifier nos pensées ou nos agirs. Je tiens enfin à rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ignoreraient la loi, que les vidéos du cercle sont la propriété du cercle et que sans accord écrit, c'est un délit de copier ou de faire usage de ce qui peut être dit, car d'une part, le sujet de la conférence est tiré d'un livre et il faut respecter, c'est le b.a.-ba de la justice, les droits d'autrui. À vous, madame. Merci. Ça vous va? Merci, frère. Non, non, s'il vous plaît. C'est enregistré. Par contre, je vous demanderai, après la conférence, quelques questions, mais il est tard, de acquérir ce livre et même de l'offrir. C'est un livre essentiel. J'en ai des exemplaires. Hein. Voilà. On sait que c'est À vous, madame. intéressé. Voilà, je vous remercie. Je suis un petit peu éblouie juste par le spot là. Merci. Voilà, merci de me donner cette occasion de parler au nom des petits, de ces petits qui n'ont pas de voix pour parler, et au nom de ceux dont on ne parle pas, ou en tout cas si peu, autour du débat, le débat justement autour de la GPA. Et celui dont on ne parle pas, c'est l'enfant. Il faut savoir que nous ne cessons d'entendre parler de droits. Peut-être en avez-vous entendu parler, on en entend beaucoup parler de droit à l'égalité, de principe de non-discrimination. Mais avec d'autres psychologues ou pédopsychiatres, nous sommes surpris de ce manque de clairvoyance. Car qu'en est-il des bébés, premiers intéressés dans la GPA? Est-ce parce qu'ils n'ont pas encore de parole propre pour donner leur avis ou pour crier le dommage et l'injustice qui leur sont faits que l'on peut ignorer les enjeux qui le concernent directement dans son devenir? Comment se fait-il que l'on n'ait pas le même souci d'égalité et de respect des droits de l'enfant, des enfants qui, eux, n'ont pas cette possibilité de donner leur avis? Alors comment se fait-il que des adultes qui, eux, et puis probablement surtout ceux qui ont de l'argent, aient cette possibilité d'exercer un pouvoir pour mettre en œuvre des pratiques qui vont générer des conséquences plus que probablement compliquées et douloureuses sur les personnes qui sont encore si petites et donc totalement dépendantes, soumises aux décisions d'adultes, sans voix propre pour se défendre. Alors, je vous parle non pas d'un point de vue politique, religieux, financier, je ne sais trop quoi, je vous parle à cause de ce que je vois en tant que psychothérapeute, témoin de souffrances de nombreux enfants et familles, des souffrances qui sont déjà observées dans des circonstances dites normales devenues au monde. Ces tout petits qui sont totalement vulnérables, à qui on ne pose pas la question concernant la méthode utilisée pour permettre leur venue à l'existence, eh bien on programme déjà pour eux à l'avance de très probables vives souffrances sous prétexte d'un bien qui serait fait aux adultes. Alors, ce qui fait le bien des uns, il faut vraiment se poser la question, est-il fait au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est mentionné dans l'article 3 de la Convention internationale des droits internationaux de l'ONU de 1989. Et donc ce soir, j'aimerais pouvoir vous expliquer du mieux que je peux en quoi il apparaît clair que ce sont eux les enfants qui vivent une grande inégalité. Je pense qu'il n'est pas souhaitable et qu'il n'est souhaitable pour personne de naître d'une GPA, gestation pour autrui. Alors parmi d'autres histoires, je vous raconte déjà celle-ci. Peut-être que certains le savent, mais il existe sur Internet un jeu qui s'appelle Second Life.
Et ce jeu permet de se créer une autre vie, une seconde vie, selon ce que le joueur a toujours voulu ou rêvé. Être danseur, acteur, explorateur, pilote, héros d'une aventure tout à fait inédite. Eh bien, il s'agit d'une jeune fille qui a été montrée lors d'une émission TV, apparemment tout à fait heureuse, et dans un lien magnifique avec ses deux papas, allant faire des courses avec l'un d'entre eux, et qui en réalité ne va pas bien du tout. Elle aurait des idées de mort, serait dépressive, et elle consulte. Alors dans cette seconde vie qu'elle se joue sur Internet, je vous pose la question, savez-vous ce qu'elle s'est créée à votre avis? Elle a deux pères. Une maman. Une maman, bien entendu. Vous voyez ces enfants qui, soi-disant, vont bien avec deux pères, deux mères, ou seulement une mère, ou avec un père et une mère, mais ayant été séparés de leur mère porteuse et issus de donneurs de gamètes, eh bien non. Certains ne vont sans doute pas si bien que cela, mais les perturbations sont cachées, dissimulées. Afin d'approcher précisément et d'une façon réaliste le cœur du sujet, qui touche en fait au lien d'attachement mère-enfant, j'aimerais avec vous commencer par éclaircir quelques points au sujet du développement du psychisme si subtil et délicat du petit enfant. Car nous disposons aujourd'hui de très belles connaissances sur les fondements et la création du lien d'attachement du petit avec sa mère de naissance. Et à partir de cette base, nous pourrons d'une part évaluer les effets d'une séparation de l'enfant avec sa mère de naissance et d'autre part, en amont, explorer en quoi le contexte de sa conception peut également influencer son devenir psychologique. Et c'est une telle approche qui permet de mieux saisir que les questionnements autour de la GPA se doivent d'être centrés sur le premier intéressé, le bébé. Merci. Donc, partons tout d'abord de l'existence du lien fondamental qui se noue entre l'enfant, sa mère biologique et son père biologique dès la conception et ce durant les 9 mois de gestation. Cette période est cruciale pour le fondement du lien relationnel et le développement identitaire psychique et cognitif du petit enfant. Ce lien relationnel est appelé à se prolonger, à s'enraciner, dans un contexte de stabilité, de continuité et de fiabilité au long de la vie de l'être humain. L'existence du bébé en tant que petit être relationnel commence dès avant sa naissance. Un lien d'attachement significatif et prégnant se réalise déjà avec la mère qui le porte. Les appuis scientifiques concernant les découvertes sur le psychisme humain, la grossesse, la petite enfance sont, vous l'imaginez, nombreux. Alors vous pourrez bien entendu retrouver un ensemble de chercheurs et de spécialistes de la petite enfance dans mon livre. Je nomme ce soir juste John Bowlby, qui était psychiatre et psychanalyste anglais, et qui lui a développé la théorie de l'attachement. On est en 1969. Et il a parlé de la figure maternelle qui va servir de base de sécurité à l'enfant, et dès lors que cette image est intériorisée par le tout petit, par le bébé, elle va fonder la constitution de sa confiance en soi et en même temps elle va servir de modèle à toutes les relations intimes et sociales. Donald Winnicott, lui, il parle de la préoccupation maternelle primaire. Alors, il va décrire cette étonnante capacité d'identification de la mère à son bébé qui lui permet de répondre à ses besoins fondamentaux comme aucune machine ne pourrait le faire et comme aucun savant ni enseignant ne peut le transmettre. Alors lorsqu'une mère est capable d'être simplement une mère, c'est-à-dire, j'aime beaucoup ce terme-là, c'est Winnicott qui a utilisé ce terme, une mère suffisamment bonne, eh bien, elle va puiser ses connaissances dans le profond tissé par l'interrelation des 9 mois de grossesse. Vous voyez, c'est une relation d'inconscient à inconscient qui est extrêmement forte. Et en ce sens, dit Winnicott, nous ne devons jamais intervenir. Ce que les médecins apprendront aux mères
ce n'est pas de l'ordre de ce que les mères savent. On assiste, en tout cas de mon point de vue aujourd'hui, à un véritable problème de dépossession du savoir intuitif des mères. Car durant cette période, la mère a moins besoin de conseils que d'un environnement qui encourage et soutienne. Alors quant à Françoise Dolto, je pense que je n'ai plus à vous la présenter, mais je dirais simplement que c'est une véritable visionnaire du monde intérieur de l'enfance et qui décryptait le langage subtil du petit enfant et affirmait que déjà très tôt les bébés communiquent. Et c'est elle qui va attirer l'attention également sur la réalité des dépressions, de la dépression qui peut exister chez certains nourrissons, des nouveau-nés, qui sont séparés de leur mère. Alors voyons à présent quelques apports du côté des neurosciences. Avec la mise en évidence d'une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Alors ce n'est pas celle que nous avons dans la gorge bien entendu, mais cette petite glande qui est en forme d'amande et qui est située dans la partie intérieure et interne du lobe temporal du cerveau. Et elle est en fait le socle neurologique des émotions qui va gérer particulièrement les circuits de la peur. Cette partie du cerveau, il faut savoir qu'elle intervient bien avant l'émergence de la conscience. Donc vous aurez compris que le tout petit vient au monde avec cette petite glande qui est déjà fonctionnelle, chargée de ce que j'aime bien appeler une carte mémoire émotionnelle, qui est empreinte à tout jamais des ambiances vécues et ressenties les derniers mois in utero. Alors je ne vous apprends rien. Vous savez qu'une petite carte mémoire, eh bien, elle permet d'enregistrer, vont s'inscrire dessus des données qui vont être retenues à long terme, durablement, et qui peuvent être réutilisées. Eh bien, de la même façon, l'amygdale, elle n'oublie pas. J'y reviendrai. Une autre découverte qui est faite, qui est assez récente en neurosciences et qui a été rapportée en 2010 à Rome à l'occasion d'un congrès organisé par l'Institut de gynécologie et d'obstétrique et qui concerne la modification de la mère dans le processus de grossesse. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien le bébé attendu laisserait aussi une trace chez elle. On a en effet retrouvé des cellules fœtales qui s'appellent des cellules staminales, de même que du patrimoine génétique, parce que le bébé est porteur de 50% du patrimoine génétique maternel et paternel. Eh bien ces cellules sont retrouvées dans la moelle sanguine de la mère jusqu'à 30 ans après la naissance de chaque enfant porté. Nous voyons donc que la conception d'un enfant dans un couple père et mère va créer déjà très naturellement une unité interactive triangulaire père-mère-enfant. Et c'est très parlant et en fait c'est assez extraordinaire parce qu'on voit qu'il y a déjà une cohésion familiale et sociale qui est déjà inscrite dans le corps de la femme enceinte. Alors comment déjà in utero attester du tissage de ce lien réciproque mère-enfant? Est-ce qu'il s'agit juste d'élucubration subjective et affective maternelle, de psychologisme à outrance, ou bien est-ce qu'il existerait des appuis objectifs tangibles, des facteurs d'un autre ordre et qui seraient scientifiquement observables? Alors si je veux aller à l'essentiel par rapport aux enjeux concernant le petit enfant dans le cadre de la GPA, mais également pour tout enfant, hein, parce que ça part de ce qui est observable pour tout enfant. Pour chacun de nous, cela a été observable. Eh bien, je dois parler de la relation. Et la relation, elle passe par les sens de toute personne. Donc la trame des sens, qui va s'éveiller tout au long de l'embryogénèse, et qui ensuite, l'embryon, chez l'embryon, et puis ensuite le fœtus, eh bien, il fait connaissance avec le monde intérieur, c'est-à-dire sa mère, dans lequel il grandit, ainsi qu'avec des fragments de vie du monde extérieur qui lui parviennent, par le toucher, par l'odorat, le goût et l'ouïe. Et ceci permet de réaliser combien l'enfant est véritablement, on peut parler d'une greffe, hein, de l'enfant qui est greffé sur cette mère-là qui le porte, pas une autre. Donc c'est cette voix-là qu'il entend et qu'il reconnaît. C'est ce portage-là qu'il ressent, c'est cette mère-là qu'il va goûter
Alors ça vous semble peut-être particulier que je parle de goûter sa mère, mais il faut savoir que le liquide amniotique est imprégné de toutes les hormones qui circulent au fur et à mesure de la grossesse. Et il y a une série d'hormones, et je vous parlerai entre autres du cortisol, qui est l'hormone de stress, et qui va donc, je dirais, donner un goût particulier au liquide amniotique. Donc on pourrait dire qu'une maman sereine ou une maman stressée va avoir un goût différent pour le tout petit. Vous voyez que c'est passionnant tout ça. Et tout ça, ça parvient bien entendu donc, par le truchement des hormones qui sont libérées et qui circulent dans le liquide amniotique. Donc toute cette ambiance affective de fond, elle fonde et elle enracine la teneur du premier lien fondamental sur lequel toute personne s'appuiera ou reviendra toute sa vie, qu'il en ait conscience ou non. Souvenez-vous aussi donc de cette fameuse petite glande, l'amygdale du cerveau, qui enregistre les ambiances et qui, elle, n'oublie pas à travers les âges. Il y a donc une infinité de messages qui sont transmis à l'enfant par la mère qui le porte et qui suscitent la mémoire prénatale qui devient pour lui un véritable patrimoine culturel, sensoriel et émotionnel de base pour l'enfant à naître. On peut dire que l'enfant, il est autant habité par la mère que la mère habitée par l'enfant porté. C'est une relation extrêmement étroite, forte, qui se tisse très corporellement, sensitivement et émotionnellement parlant. Donc vous voyez que lorsqu'il vient au monde, le nouveau-né bénéficie déjà d'un riche patrimoine sensoriel qui aura laissé en lui une trace marquante, durable dans le temps. Et ce patrimoine de mémoire sensorielle, dans notre nature à tous, eh bien, ça le soutient et cela va lui servir notamment à la naissance à faire la transition entre justement cette vie intra-utérine et sa nouvelle vie dans le monde. Parce qu'il va pouvoir identifier la voix de sa mère ainsi que très rapidement son odeur. Ceci a été prouvé par des expériences. C'est tout à fait passionnant. On a par exemple relié la bouche d'un nouveau-né, enfin une tétine qui était donc dans la bouche du nouveau-né, ça a été relié à un enregistrement, un enregistreur qui faisait passer différentes voix de femmes, donc de mères, et sont introduites dans ces voix, la voix maternelle, mais des voix étrangères. Et on observe que le bébé accélère la succion, son mouvement de succion, lorsqu'il entend, il repère la voix de sa mère. Ou bien il est endormi et un spécialiste va placer à côté de lui un coton qui a été imbibé de l'odeur d'une femme qui n'est pas la mère du bébé, et on voit le bébé qui s'agite, ça a été filmé, ces expériences-là, qui va s'agiter, qui va devenir nerveux, et très délicatement, il va tourner la tête du nouveau-né vers le coton qui est imbibé de sa mère, et on voit le tout petit qui reglisse paisiblement dans le sommeil. Donc, vous voyez que tout ce qui est familier sur le plan des sens est tout à fait rassurant et apaisant pour lui. C'est donc bien cette préconnaissance sensorielle de son environnement qui fournit au bébé des repères de sécurité pour l'après-naissance et fonde, enracine le processus d'attachement maternel. Alors, en cas d'allaitement, eh bien, il va retrouver également dans le lait maternel certains goûts qu'il a appris à reconnaître en avalant et en digérant le liquide amniotique. Vous voyez que le nouveau-né naît tout imprégné d'une gamme de perceptions captées en lien direct avec la mère avec laquelle il cohabite depuis 9 mois. Dès lors, remettre l'enfant dans des bras d'une autre à la naissance est une rupture qui ne laisse pas indemne. Ce n'est pas possible autrement. L'enfant ne pourra jamais refaire le lien avec ce patrimoine qu'il a forcément reçu. La seule chose qu'il gardera, ce sont les rappels, les traces laissées sur le plan émotionnel. Et là, je peux vous dire que j'ai des piles comme ça de dossiers et je suis témoin de tous ces enfants et adultes rencontrés en consultation ayant subi des chocs, des traumas de tout genre in utero ou à la naissance et qui peuvent être saisis par l'éveil d'une angoisse d'abandon qui est la trace persistante, qui est diffuse et qui est impalpable, mais qui va révéler une angoisse existentielle, une angoisse d'insécurité existentielle. Et ceci déjà dans des circonstances dites normales et naturelles de conception.
lorsqu'on prive un enfant de toutes ses racines prénatales qui le fondent, ainsi que du lien existentiel avec son patrimoine génétique, vous voyez, c'est comme transplanter un petit arbrisseau, mais en coupant ses racines. Et les racines sont perdues à jamais. Alors même si on lui dit d'où il vient, même si on lui explique plus tard intellectuellement d'où il vient, eh bien ces ancrages-là, qui sont étroitement liés à la mère qui l'a porté, mais aussi au père biologique, lui ont été retirés à jamais et créent quelque part en lui une véritable béance. Donc dans la GPA, passe à la trappe le tissu relationnel qui se crée entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et son père durant les 9 mois de grossesse, et dont l'enfant a pourtant besoin comme socle afin de se construire dans la cohérence de son humanité. Alors, vous avez peut-être déjà vu des reportages sur la GPA. C'est intéressant de les écouter. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a lieu, que c'est une très grande tromperie de faire croire que tout va bien, surtout lorsqu'il est dit, pour rassurer, que le lien entre la mère porteuse et l'enfant est maintenu en ponctuant des temps de visite ou de contact épisodiques. Mais comment l'enfant s'y retrouve-t-il dans ce bricolage relationnel confus ? N'est-ce pas de la poudre aux yeux qui voile le dommage de fond? Retenons donc que cette symphonie hormonale et sensorielle gestationnelle marque et détermine pour une part incontestable le devenir relationnel, cognitif, somatique du petit enfant et participe également du processus d'attachement. C'est bien évidemment l'ensemble du climat relationnel joint aux perceptions sensorielles qui va permettre au petit homme en formation de se sentir exister, attendu, aimé pour qui il est en devenir. Et j'en viens donc à la clinique qui éclaire et met en évidence certains types de souffrances qui se rencontrent chez les enfants qui ont connu des séparations. Ces souffrances seront comparables à celles qu'introduit nécessairement la GPA à partir de circonstances de conception et de naissance qui, nous le savons aujourd'hui, perturbent, bouleversent l'organisation propre et les interactions relationnelles dans lesquelles le bébé est engagé très tôt, c'est-à-dire dès la période gestationnelle. Alors rapprochons-nous maintenant un petit peu plus précisément de ce moyen de procréation. Dans la GPA, à partir de manipulations médicales techniques, jointes à une maternité et plus largement à une parentalité, je ne peux pas dire autrement, éclatée, eh bien la cellule familiale se trouve désarticulée à la base de sa fondation. L'enfant s'en trouve fragilisé dans son identité filiale et sa sécurité affective de base. Car à l'aube de la vie naissante du bébé né par GPA, nous constatons que pèse sur lui une série de ruptures quant à l'unité biologique et relationnelle qui est liée à une sortie du vivant. En effet, vous voyez, c'est important quand le frère Thierry parle d'être informé, d'être formé. C'est important de savoir que dans la GPA, la conception de l'embryon dans la GPA rompt avec la relation charnelle. C'est une première rupture. Il y a un apport de matériel génétique étranger lorsqu'il s'agit de donneurs externes. Il y a les embryons qui sont fabriqués, entre guillemets, dans une éprouvette. Il y a la perte ou la congélation, je ne peux pas m'empêcher de dire autrement, de frères et sœurs du futur bébé. Que va-t-il devenir de ces embryons-là, hein? Il y a aussi la grossesse qui est délocalisée dans le ventre d'une femme étrangère à l'enfant. Et enfin, l'apogée, c'est la séparation et l'abandon délibéré du bébé de sa mère de naissance afin de le transférer aux parents d'intention. Une autre forme de rupture est celle qui se produit chez la femme enceinte. Toute grossesse n'est pas forcément agréable ou désagréable, mais elle bouleverse la part la plus intime du corps et la plus privée de la vie de la femme. Elle n'est pas une tâche que l'on peut interrompre le soir et reprendre le lendemain, mais c'est une manière d'être et de vivre dans la conscience de porter en soi une autre vie. Nous disons d'ailleurs que la femme est enceinte. Les mots révélateurs ne disent pas « elle fabrique un bébé ». Donc demander à une femme de vivre cette métamorphose et cette responsabilité à la place d'une autre,
ce qui la coupe forcément de toute signification pour elle-même, eh bien c'est l'inviter à une division radicale, à un véritable clivage entre son corps et sa personne, entre sa chair et l'esprit. Et bien entendu, ce qui la sépare d'elle-même, la sépare forcément du bébé attendu, ce qui est tellement délétère pour le développement humain de ce tout petit. Et comme dans la prostitution, nous dit Sylviana Gazinski dans son livre « Le corps en miettes » dont je vous recommande la lecture, eh bien la femme ne peut accepter cet usage d'elle-même qu'en devenant étrangère à son propre corps. Mais vous imaginez ce que cela représente pour le bébé, une femme qui est étrangère à son propre corps. L'unité, c'est donc la 9. Donc l'unité du corps et de la vie est pourtant fondatrice et souhaitable pour une structuration identitaire humaine cohérente. Une autre valeur dont on prive l'enfant nouveau-né en organisant sa séparation avec la mère de naissance dès avant même sa conception, on prive le tout petit de cette conscience aiguisée dont je vous ai parlé en citant Winnicott, cette conscience toute affinée de la mère vis-à-vis de son bébé, qu'elle connaît et qu'elle pressent mieux que quiconque. Car d'un point de vue hormonal, quelque chose s'est développé sur un plan plus subtil, ce qui la rend plus sage et plus savante que le plus grand des spécialistes, mais par rapport à ce bébé-là. Donc tout cela, eh bien, on coupe dans la GPA, c'est effrayant. Toute cette compétence naturelle de la maman, le bébé n'en bénéficiera jamais. Cette expérience relationnelle première, si affinée, qui noue si intimement la mère à l'enfant et l'enfant à sa mère, est dès lors abîmée, bafouée, comptée pour rien. Car la mère porteuse, vous comprenez, ne peut que se protéger de cette expérience initiale si intime d'attachement réciproque, or même que la nature l'a dotée de cette capacité-là. Elle s'en défendra sur le plan psychique, sachant qu'elle va se séparer de l'enfant, qui n'est pas le sien, et elle en privera à jamais l'enfant de cette expérience tout intime. Aucun débat ne parle de cela, alors qu'il s'agit bien pour l'enfant d'un trou. Vous voyez ces trous, ces interruptions dans ce visage, c'est très parlant. Il s'agit d'un trou, d'un moment de vide existentiel tragique dans son histoire de vie. Parce qu'à l'heure pour lui de s'attacher, comme la petite graine qui prend racine dans la terre, eh bien l'enfant se trouve comme suspendu dans un no man's land, dans une sorte d'abîme, d'absence, de néant relationnel ou de confusion affective majeure. Un lien sans consistance véritable et sans cohérence logique se crée pour lui et en lui, avec la perception diffuse, non de messages d'attachement, mais de non-désir d'attachement, autrement dit, de messages de non-attachement. C'est le physicien, donc Philippe Lecomte, qui dit que le monde se perd quand l'unité est rompue. Vous voyez, là dans le macrocosme, on va dire, hein, le monde se perd quand l'unité est rompue. Eh bien, si nous voyons dans le microcosme sur le plan humain, mais qu'en serait-il de l'homme, de l'identité lorsque son identité est rompue? Quelle perte également! Parce qu'il faut vraiment savoir, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y a une greffe qui a lieu dans la grossesse. Et si un adulte, une femme, peut, elle, décider psychiquement de ne pas s'attacher au bébé qu'elle porte pour autrui, et c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'il y a une mise à distance psychique et émotionnelle du bébé attendu, eh bien, c'est important de savoir que l'embryon, un fœtus, un bébé, ne peut pas ne pas s'attacher. Il n'a pas cette capacité. Pour lui, le processus d'attachement qui débute dès la grossesse est un processus biopsychologique tout à fait naturel et qui a objectif de rechercher proximité, protection et sécurité auprès de l'adulte qui le porte. Vous voyez que le temps de nidation, c'est pour lui un temps initial, hein, où il creuse, où il descend vraiment dans l'humus de cette terre intérieure, cette terre qui est sa mère. Hein. Et donc,
sans cette mère-là à la naissance, eh bien, lui, il va se sentir mourir, il va se sentir disparaître. Et il n'a pas la conscience réflexive. J'y reviendrai. Et donc, lui dire, mais ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre va m'aimer. Il ne peut pas se dire cela. Il est empreint complètement de tous ses sens. Il est empreint de cette mère qu'il a portée, qu'il connaît. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc quelle fragilisation pour ce petit être vulnérable, ainsi coupé de ses racines profondes, incorporé dans et par ses sens. C'est cette mémoire-là des sens qui pourtant lui permet ensuite de repérer sans aucune hésitation qui est sa mère et qui ne l'est pas. Vous voyez que exposer l'enfant en gestation à une ambiance affective qui est confuse ou distante pour le détacher, le séparer ensuite de celle qu'il a portée durant 9 mois et à laquelle il s'est attaché, représente pour l'enfant une rupture traumatique que de nombreux psychologues et pédopsychiatres qualifient de traumatisme majeur dans la vie naissante d'un enfant. Les conditions manipulées, morcelées dans lesquelles un enfant est conçu dans la GPA laissent également une trace indélébile et marquante dans le psychisme et l'histoire de filiation, cette filiation qui est complètement brouillée chez ces enfants. Donc il faut imaginer ce que va donner cette quête identitaire future et qui va s'en trouver radicalement, plus complexe. Dans la nature, vous voyez, derrière tout déracinement, eh bien, se cache le risque que, par exemple, pour un petit arbre, eh bien, ce petit arbre ne reprenne pas ou reprenne mal. Il s'agit donc bien, merci de la diapo suivante, merci beaucoup. Il s'agit donc bien pour lui, oui, c'est encore la suivante, je crois. C'est la 12. J'ai dû me tromper alors, vous pouvez aller plus loin. La 12 ? Oui, merci. Voilà. Donc il s'agit donc pour... Ah non, vous avez raison, excusez-moi. Voilà, merci. Il s'agit donc bien d'un dommage et d'un préjudice existentiel de taille qui leur est fait. Et vous voyez ici, je n'ai vraiment pas du tout pris le temps de vous parler des conséquences de l'absence complète de père ou de mère volontairement infligée à l'enfant dans le cas de GPA ou de PMA engagés par 2 hommes ou 2 femmes homosexuels, ni des dommages collatéraux qui sont causés à la famille, entre autres déjà née de la mère porteuse. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en Inde, c'est obligatoire que la mère soit déjà mère d'autres enfants. Et où, soudainement, eh bien, les dommages sont quand même importants pour ces enfants-là. Soudainement, l'enfant porté disparaît. Le frère, la sœur disparaît. Et c'est dans une vidéo qui s'appelle Breeders, qu'on entend une mère porteuse qui témoigne et qui dit « Mais comment ai-je pu imaginer que cela n'affecterait pas ma petite de 5 ans ?» C'est ce qu'on appelle donc en fait des mères porteuses repentantes, qui réalisent après coup ce qu'elles ont fait. Depuis près de 20 ans, je rencontre dans mon travail un panel de souffrances infantiles diversifiées. Consciente de l'immense importance des fondations de l'être humain, ceci m'amène systématiquement à faire raconter par les parents l'histoire de vie de l'enfant dès les premiers instants de sa conception. Et dans le panel de situations de souffrance infantile rencontrées, les séparations ressenties subjectivement in utero à partir de circonstances qui font croire à l'enfant qu'il n'est pas le bienvenu. Il s'agit finalement de situations très concrètes et qui, en fait, je vous ai parlé du stress, eh bien, qui vont générer tout simplement un stress maternel. Je pense aux conflits ou les instabilités de couple, les situations de deuil, une maman qui est très anxieuse après une fausse couche et qui va éviter de s'attacher à son bébé par crainte de le perdre. Ce sont des mouvements naturels de l'être humain, il n'y a pas à les juger, mais il faut juste essayer de comprendre ce qui se passe pour le tout petit à ce moment-là. C'est ça qu'il faut voir. Ou bien une maman qui porte dans la solitude toute seule son bébé, sans le soutien du père, de l'enfant. Eh bien, toutes ces situations-là, elles retiennent particulièrement mon attention dans le parcours de vie de ces enfants pour mieux comprendre leurs symptômes de l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, ça peut être 2 mois, 3 ans, 5 ans, 20 ans. Vous savez, mon plus jeune patient avait 2 mois, la plus âgée 80 ans. Donc vous voyez que jusqu'à la fin de sa vie, on peut faire un travail sur soi et chercher à comprendre les souffrances très profondes.
Mon livre en parle largement. Ce qui me permet donc de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la GPA, qui est marquée d'un contexte de séparation. Mais là, ce contexte de séparation n'est pas accidentel, lié aux aléas de la vie. Vous voyez, je pense entre autres ici aux situations d'adoption ou d'accueil d'enfants. Je détaille tout cela dans mon livre. Nous pourrons aussi en reparler ensemble si vous le voulez. Mais par contre, dans la GBA, ces séparations, elles sont sciemment organisées. Et donc, elles pourraient être évitées. Quant à la grande douleur de rupture dès la naissance avec la mère, la trace reste imprimée dans la mémoire inconsciente. L'enfant va grandir avec cette mémoire qui est un peu comme, je comparerais ça au reflet d'un iceberg. Vous voyez, il y a cette part que l'on voit, et puis cette part que l'on ne voit pas, qui est immergée. Souvenez-vous du Titanic qui a heurté cette part précisément qui n'était pas vue. Eh bien, dans la vie, j'explique ça, que dans la vie d'une personne, eh bien, par exemple, lors d'une situation délicate, si je parle des tout petits, par exemple la mise en crèche trop précoce, le voyage des parents, un voyage de parents, ou parfois l'entrée à l'école, ou plus tard une rupture amoureuse, une première grossesse, que sais-je, eh bien, tout l'organisme, soit du tout petit, ou du jeune, ou de la grande personne, eh bien, va être comme éveillé, va résonner de cette mémoire immergée, c'est-à-dire être en alerte et redouter, c'est tout à fait inconscient ce processus-là, et redouter que la douleur très précoce, prénatale ou de naissance, eh bien, elle se reproduise, se renouvelle comme autrefois. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une réactivation, souvenez-vous de la petite amygdale dont je vous ai parlé, qui n'oublie pas. Et donc c'est une angoisse de base, par exemple, de se sentir isolé, abandonné. Il me faut préciser par ailleurs que ce mot angoisse est finalement très faible, parce qu'à ce stade, au stade du tout petit, eh bien, ce terme est trop faible parce qu'il s'agit bien d'une détresse du nourrisson et qui est de la même nature de celle qui sous-tend la panique. Or, la panique est déjà un moyen de défense contre une douleur extrême, qui est proche d'une agonie, celle qui pousse certaines personnes à se suicider plutôt qu'à se souvenir du ressenti. Et juste un petit témoignage d'une maman qui me décrivait par exemple son fils de 12 ans, qui souffrait de phobie scolaire quand même assez importante, et ce jeune disait vouloir mourir. Et la mère me le décrit, c'est assez intéressant parce qu'elle me décrit, il a les lèvres bleues, il est tout pâle, haletant, il a le cœur qui bat la chamade ou au contraire qui craint de s'arrêter. Vous voyez, c'est le corps qui parle. Ce sont les mots MAUX du corps. Là où à l'époque de séparation trop précoce, aucun mot MOTS n'était possible pour dire ce qui submergeait l'être au monde sur le plan émotionnel. Derrière un grand nombre des cas de figure motivant une intervention psychologique thérapeutique se loge, comme en toile de fond, l'angoisse la plus archaïque inhérente à notre humanité, et qui est l'angoisse d'abandon, dont une des causes premières est la perte de la mère. Le petit enfant vit une angoisse d'abandon majeure, proche de la panique lorsqu'il a l'impression subjective de perdre sa mère ou d'être rejeté par elle, ou bien entendu, lorsqu'il la perd réellement, objectivement. Alors, comment expliquer cette panique? Une petite information supplémentaire. Le bébé nouveau-né, il naît dans un état de prématurité psychique, c'est-à-dire avec une absence d'organisation psychique à proprement parler. Son système psychique et intellectuel n'est pas encore muni de ce qu'en psychologie nous appelons la permanence du moi et de l'objet. C'est-à-dire que lorsque il y a un éloignement significatif de la mère de naissance, qu'on peut considérer comme étant l'objet, vous comprenez-moi bien ce que ça représente pour l'enfant évidemment, et quelle qu'en soit la raison de cet éloignement maternel, eh bien cela crée chez le tout petit un stress qu'il assimile, lui, à une angoisse de mort, car elle va de pair à une angoisse très archaïque de perte du corps. En fait, le nouveau-né ne s'explique en effet pas du tout
d'une façon consciente et raisonnable la situation d'éloignement de la mère dont il s'est laissé imprégner sur le plan de ses sens pendant 9 mois. Donc sa conscience cognitive raisonnable n'est pas encore opérante. Le cerveau n'a pas encore atteint cette maturité d'un point de vue neurologique. En d'autres termes, si on pouvait parler à la place du tout petit, c'est un peu comme s'il disait ou s'il criait, s'il hurlait. Eh bien, mais essayez de comprendre, maman c'est moi c'est maman, et si je ne la vois plus, si je ne l'entends plus, si je ne sens plus maman près de moi, eh bien, je perds le sentiment de ma propre existence, j'entre en détresse et je crains de mourir. Vous voyez que c'est donc avant tout inscrit dans la réalité physiologique. Ce sont tous ces repérages sensoriels étroitement liés à la connaissance qu'il a de sa mère, qu'il a besoin de retrouver. Cette mémoire somatique qui est celle du corps a tout enregistré. Les sons, le porté, les odeurs, le goût. On ne peut le tromper, c'est comme le flair d'un petit animal, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un animal, mais d'un petit être humain. Quant à une telle rupture avec ses racines, le petit y laisse une part de soi qu'il ne retrouvera pas, si ce n'est sur le plan de l'émotion. Subsiste en effet souvent une insécurité fondamentale dans l'être au monde, par la perte des fondements de son histoire, par une perte de ce qui a fait partie de son identité de base. Fameuse mémoire iceberg. Nous en avons probablement chacun une. Voilà, on a aussi chacun nos soubassements. Mais ici, elle est d'une grande gravité. Nous voyons que la GPA touche de plein fouet la réalité du lien réciproque naissant si précieux mère-enfant, enfant-famille. La qualité, ou au contraire le trouble créé autour de ce lien premier de base, fonde ou au contraire affecte le devenir relationnel de la personne. Les risques de conséquences dommageables susceptibles de toucher les enfants nés par GPA, leur famille, l'entourage et les générations suivantes sont considérables et impossibles à occulter. Je pense principalement, comme d'autres psychologues et pédopsychiatres, aux troubles de l'attachement, aux souffrances et aux pathologies de liens ainsi qu'aux troubles identitaires, et enfin aux violences sociales qui sont liées à tous les manques et les blessures de vie précoces. Récemment, j'entendais, en tout cas sur les chaînes belges, aux nouvelles, ce gros problème de la gestion de la violence des jeunes dans les cours de récréation ou même dans les classes. Et ici, il s'agissait de violence d'élèves vis-à-vis d'un professeur qui avait reçu un coup de poing de la part d'élèves. Et je vous assure que par les témoignages que j'ai aussi de parents, ce qui est assez affolant, ce sont ces violences qui apparaissent de plus en plus tôt, voire déjà dans les crèches ou les maternelles. Donc, c'est un problème, c'est un véritable problème politique et de société que pose la GPA. Nous ne pouvons pas considérer comme si tout cela était équivalent et que la GPA est quelque chose que l'on peut croire bon, prétendant que de toute façon, l'enfant se retrouve et grandit entouré de bras de parents qui sont très aimants. Alors, bien entendu, il n'y a pas à prêter des intentions mauvaises aux personnes, aux couples qui souffrent d'un manque d'enfants. Leur désir est bon, il est grand, il est audible, parfaitement respectable et il y a à en prendre soin. De même que leur très certaine capacité à aimer et à élever un enfant, parfois mieux que quiconque. Mais il ne s'agit pas de voir la GPA sous cet angle-là, car il occulte et il l'éloigne de l'essentiel qui est celui de l'enjeu du devenir de l'enfant lui-même à partir d'un impact de base traumatique pour lui. De ce point de vue-là, il n'est dès lors pas possible de prétendre sérieusement aujourd'hui qu'il est bon ou neutre pour un enfant d'être conçu et de naître de cette façon. Cela aura forcément des conséquences au long de sa vie. Et c'est ici que j'interpelle, de même que par mon livre, afin que nous puissions être nombreux à nous faire porte-parole de ces enfants n'ayant aucune voix propre pour crier, cette atteinte majeure exercée de façon délibérée sur l'origine de leur vie. Le tout petit, qui aura été traité avec respect, clarté, intelligence et sensibilité, a de fortes chances de traiter les autres et son environnement avec le même cœur,
avec le même art de la connaissance humaine et du monde. Alors j'aime énormément cette photo parce que pour moi, elle illustre le fait de prêter la plus vive attention et la plus grande délicatesse aux plus vulnérables dans notre société, et qui n'est pas plus vulnérable que l'embryon, le fœtus, le petit enfant nouveau-né qui est livré par nature, en confiance, au bon sens des adultes. Ces tout petits sont nos futurs adultes et de demain, et qui sait, nos futurs dirigeants. Alors avant de conclure, je voudrais terminer cet exposé par une métaphore. Peut-être avez-vous entendu parler de cet immeuble construit à la va-vite en Asie et qui s'est effondré à partir de sa base. Après coup, le constat mit en évidence l'absence quasi totale de fondation. En parallèle, nous voyons le risque qu'il y a à fragiliser ce que le docteur Bale nomme la fondation de l'édifice procréatique, ceci par le tout pouvoir donné aux techniques scientifiques et au détournement du processus naturel, pourtant si bien ordonné, de conception, de gestation et de naissance. Chacun a à l'esprit des exemples d'édifices qui ont résisté aux aléas de la vie, tempêtes, tremblements de terre, car ils reposaient sur de solides fondations. Songeons par exemple à votre très beau pont de Vaison-la-Romaine dans le sud de la France, qui a été seul à résister aux inondations dramatiques de 1992. À l'œil nu, on ne pouvait pas forcément déceler que les fondations étaient si solides. Au moment de la tempête, c'est alors qu'il s'est différencié de tous les autres. Nous voyons donc que la qualité, l'assise des fondations procréatiques et gestationnelles est quelque chose qui est invisible, mais qui cependant fonde toute la personnalité et qui permet notamment à la personne de rester elle-même lorsque la vie charrie des épreuves et des tourmentes. En conclusion, une chose est de se relever d'une histoire d'adoption, où les parents d'origine n'ont pas eu la capacité d'élever l'enfant attendu, ou les parents adoptants qui n'ont, de leur volonté propre, en rien provoqué la cassure, la rupture de naissance. Autre chose est de se relever d'une histoire où la mère porteuse a vendu, livré l'enfant au sein d'un contrat délibérément conclu avec les parents intentionnels et commanditaires. Autour du débat de fond dans la GPA, je laisse à d'autres experts le soin de combattre des extrêmes qui sont tout à fait gravissimes, tels que la marchandisation des bébés en Inde ou en Thaïlande. Ces contextes sont tellement évidents du point de vue de la dérive. Je m'efforce pour ma part à pointer quelque chose de fondamental, quelle que soit la façon violente ou en apparence plus soft dont la GPA se pratique. Je centre mon propos sur ce qui se joue au cœur de l'enfant. Je dénonce à quel point toute GPA est fallacieuse pour l'enfant dont on bafoue l'histoire dans son origine. En soi, les GPA sont une dérive grave pour l'enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles s'organisent, se déroulent et se pratiquent. Je défends le cri étouffé de l'enfant, en mettant en lumière ce qui se joue d'essentiel, de fondamental sur le plan relationnel au cœur de ce lieu secret, tout intime du sein maternel, et qui est le lieu d'enracinement du devenir de tout être humain, de même que les enjeux de construction du tout petit et de tout un chacun. Et cela ne changera pas. Les sciences et la science aura beau évoluer, les fondamentaux qui construisent si intelligemment notre humanité, eux resteront inchangés. Ils seront par contre blessés si ce qui est si bien ordonné dans la nature est dérangé, distordu, manipulé, dénié, non respecté. Quant à la femme, dite mère porteuse, il faut également savoir qu'elle gardera des cellules de l'enfant et du père de l'enfant jusqu'à 30 ans après la naissance de celui-ci. Ce n'est pas rien. Qu'elle le veuille ou non, cet enfant implanté en elle, porté et délaissé à la naissance, se rappellera à elle toute sa vie. Je termine. L'Europe a mis au monde des scientifiques, des chercheurs, des médecins de renommée mondiale dans le domaine de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie. Françoise Dolto en tête de file. Encore juste avant de mourir, elle disait « N'oubliez pas l'accompagnement des nouveau-nés, le soutien de l'être in utero. » Elle y a donné son dernier souffle. Alors allons-nous nous relever de ce précieux héritage ou allons-nous le perdre ?
J'espère tout au moins que nous allons toujours aller de l'avant, en avant vers la prise en compte de la connaissance des perceptions de plus en plus fines que nous avons de l'embryon et du nouveau-né, en avant vers la dimension de l'être dans sa globalité et dans l'unité indivisible de sa personne, en avant vers toujours plus de respect, de dignité pour les plus démunis, les plus vulnérables dans notre société. Voilà, je souhaite avoir ouvert quelques pistes de réflexion sur ce sujet tout à fait passionnant des mémoires précoces qui nous concerne tous dans notre vie et ce qui nous permettra à chacun, je l'espère, de parler de la GPA mieux informé, plus lucide quant à ses enjeux sur la personne, sur la famille et sur la société. Je vous remercie pour votre aimable attention.